Ils l'appelèrent l'Assemblée des espèces civilisées, une grande salle creusée dans l'enveloppe orbitale d'une étoile morte, polie dans l'obsidienne, où flottait encore, sous une gravité artificielle, les bannières d'empires plus anciens que l'atmosphère terrestre. Chaque race importante y avait sa place. Chaque voix résonnait, sauf la nôtre. Nous étions assis au bord de cette arène, une délégation de 3 personnes, vêtues du noir de la terre. Pas de couleur, pas de grade, pas de médaille, juste le silence. Et c'est ce qui les troublait. Les humains ne parlaient pas, sauf si on leur adressait la parole. Nous ne rions pas, ne nous disputions pas, ne supplions pas. Et ils détestaient ça. Le représentant de la Confédération Virek se leva, son exosquelette cristallin reflétant la lueur bleu-blanc des reflets. Sa voix, fine et creuse, résonnait contre les murs comme un fantôme jouant les diplomates. « Qu'il soit bien noté, dit-il. La demande d'adhésion de la Terre est refusée, non pas en raison de son mérite, mais de son tempérament. Instable, agressif, dominé par les émotions. On construit des armes avant les hôpitaux, on plante des drapeaux avant les graines, on a connu 2 guerres nucléaires, et aucune espèce qui survit à ce genre d'autodestruction ne devrait être digne de confiance. » Des rires dispersés suivirent. Une ondulation, douce et cruelle. Le diplomate malhonnête se pencha en avant, les yeux reptiliens plissés. « Nous vous avons proposé des conseils, et vous avez répondu par le silence. Nous vous avons donné des cartes, vous avez tracé des itinéraires de guerre, nous vous avons mis en garde contre l'IA, et vous avez tenté de créer des dieux. » Le Conseil ricana, le genre de moquerie unifiée dont seuls les bien-pensants sont capables. Des centaines d'espèces, riches de 1000 millénaires d'histoire collective, se moquèrent de nous, les parvenus, les retardataires, les mammifères glabres, qui avaient appris à scinder les atomes avant de pouvoir nourrir chaque bouche. Je restais immobile. Les autres aussi, le colonel Garan et le docteur Thomas. On nous avait interdit de parler. Les ordres de la Terre étaient clairs. Laissez-les parler. Laissez-les montrer à la galaxie ce qu'ils sont vraiment. Et ils le firent. Le Premier ministre Trex, une créature boursouflée couverte d'écailles humides, se pencha vers son micro avec ce sourire narquois qui transcendait les espèces. « Vous avez essayé de nous rejoindre. Maintenant, vous allez découvrir que vous n'avez votre place nulle part. Retournez sur votre monde agonisant et continuez à construire vos vaisseaux pathétiques. Tu mourras dans les ténèbres et personne ne se souviendra de ton nom. » Ce fut le dernier mot. La salle du conseil se mit à vibrer. Une sorte de fréquence consensuelle qui signalait la clôture officielle. Le vote était sans appel. La Terre se voyait refuser l'entrée dans le giron galactique. Pas de commerce, pas d'alliance, pas de protection, juste l'isolement et le ridicule. C'est alors que nous nous sommes levés. Sans cérémonie, sans réaction, sans menace, juste le silence. Le colonel Garin, grand et brun, portant encore sur la joue une cicatrice de la rébellion d'Europe, ouvrait la marche. Le docteur Thomas, notre linguiste, suivait. J'étais le dernier, officier du protocole, juste censé observer. Nous avons marché jusqu'à la sortie, passant devant tous ces visages suffisants, toutes ces espèces qui se croyaient civilisées parce qu'elles avaient cessé de s'entretuer et avaient commencé à tuer pour des raisons politiques. Nous avons atteint l'Arche, puis Garin s'est retourné. Et cela ne faisait pas partie du scénario. Il a fixé les Trex, les Ilart, les Virex, puis a balayé la foule du regard. « Vous vous moquez des humains », dit-il d'une voix calme, posée, suffisamment profonde pour faire taire une salle. « Mais il y a quelque chose que vous avez oublié. Nous n'avons pas besoin de votre approbation. Nous ne voulons pas de votre pitié, et nous ne craignons pas votre histoire. » Les rires s'éteignirent. « Nous avons proposé la paix, poursuivit-il. Nous avons proposé l'alliance. Mais vous avez regardé la Terre et y avez vu une menace. Non pas parce que nous sommes violents, mais parce que nous en sommes capables. Parce qu'en 200 ans, nous sommes passés de cabanes de terre à l'espace lointain. Parce que nous n'attendons pas le consensus. Nous agissons. » Il se pencha légèrement en avant. « Tu te souviendras de ce silence. Tu t'en souviendras quand ta première patrouille disparaîtra près de la ceinture d'astéroïdes, quand tes flottes du marché noir commenceront à disparaître. Quand l'une de tes colonies sera piratée par un code, tu ne peux pas tracer. Pas de menaces, pas de promesses, juste des mots, comme une prophétie. On ne s'agenouille pas, on construit. Et quand vient le moment, on ne frappe pas, on entre. Puis il est sorti, et nous aussi, pas d'applaudissements, pas de résistance, juste le silence. Mais dès que nous avons quitté l'orbite ce jour-là, la transmission depuis la Terre a déjà commencé. Un seul mot, initié.
Le trajet de retour vers Lars Ascending s'est déroulé dans le calme, mais il n'a pas été paisible. C'était le genre de silence qui s'installe juste avant qu'une tempête ne déchire le ciel. Garin était assis en face de moi, les mains jointes, les yeux rivés sur le mur d'acier incurvé, comme s'il observait une guerre déjà commencée. Le docteur Thomas serrait son ardoise plus fort que nécessaire, et je tapotais mon genou sans cesse, essayant de chasser l'impression que nous venions de franchir une ligne infranchissable. Mais bon, c'était peu. Être là le but. Quand l'autorité de commandement terrestre nous a envoyés à cette réunion du Conseil, il ne s'attendait pas à une poignée de main. Il voulait un enregistrement, une preuve. La galaxie verrait qui étaient les véritables agresseurs, pas nous. Ils ont ri les premiers. Mais nous finirions la blague. L'Ares Ascending ne ressemblait pas aux vaisseaux rutilant des flottes du Conseil. Pas de courbes élancées, pas d'élégance dorée. Il était noir mat, anguleux comme une lame, et blindé comme s'il s'attendait à ce que la galaxie tire en premier. Sur sa coque, près du sas d'accès principal, une phrase était gravée en gris standard d'humain. Nous arrivons en paix, nous partons en silence, nous revenons avec le feu, et ce soir, nous revenions. Dès que nous avons mis le pied à bord, l'atmosphère a changé. Pas de cérémonie, pas de félicitations, juste des hochements de tête, des mâchoires serrées et le bourdonnement des préparatifs. Ce n'était pas qu'un simple navire. C'était le début de ce que la Terre préparait depuis la première transmission extraterrestre parvenue à nos satellites. La guerre était inévitable. La paix avait toujours été un mensonge. Nous sommes entrés dans la baie de commandement. Le commandant Brecht, cheveux d'acier et calme comme toujours, nous a jeté un regard et a fait un geste vers l'holotable central. « C'est fait !» a-t-il demandé. Garin a hoché la tête. Ils ont ri. Brecht a esquissé un léger sourire narquois. Ils ont ri. Brecht a esquissé un léger sourire narquois. Et nous avons commencé. D'un simple tapotement du doigt, la table s'illumina, une projection de la galaxie se formant au-dessus. Des points marquaient le territoire, des lignes les frontières, des pulsations rouges la faiblesse. Mais ce qui retint mon attention, ce fut le réseau de sphères jaunes clignotantes, dispersées et pulsées comme des mines terrestres sous une prairie paisible. Ils ignorent que nous écoutons depuis 15 ans, commença Brecht. Chaque signal, chaque transmission, chaque fréquence verrouillée, piratée, copiée, analysée. Notre espèce arriérée a les yeux rivés sur ces banques de données. Il évoqua un secteur précis, Orion 7, au cœur de l'espace contrôlé par Elar. Cette station, pointa-t-il, est le lieu où sont traités les rapports de conformité génétique. Chaque nouveau-né, chaque écart de pureté, enregistré, supprimé, oublié. Nous le prenons. Le docteur Thomas fronça les sourcils. On va avoir chaud sitôt ? Garin croisa les bras. Ils déclarèrent l'instant, refusèrent notre place, se moquèrent de notre tranquillité. J'observais en silence. Je n'étais pas militaire. J'étais censé être l'observateur. Mais même moi, je le savais. La Terre n'avait jamais eu l'intention de les rejoindre. Nous avions l'intention de les dépasser, et cela signifiait les détruire. Brecht agrandit encore l'écran. Chaque race du Conseil a ses faiblesses. Les Virex s'appuient sur une IA centralisée qui n'a pas été mise à jour depuis 30 ans. Les Trex utilisent des fermes de clonage qu'ils ne peuvent défendre à cause des limites imposées par les traités. Et les Ilart, il marqua une pause. Ils ont bâti leur empire sur l'arrogance. Ils pensent que s'ils disent qu'une planète n'existe pas, elle n'existe pas. Il se tourna vers Garin. Maintenant, on les force à nous voir. 3 heures plus tard, l'Ares ascendant était occulté et accélérait au-delà de l'anneau extérieur de la zone de sécurité de l'Assemblée. Nous n'étions pas seuls. 4 autres vaisseaux, le Black Echo, le Vindicator, le Soul's Edge et le Nameless, étaient déjà en position. Le Nameless n'était pas un vaisseau de guerre, c'était pire. Il était construit à partir de technologies extraterrestres rétroconçues, sans immatriculation, sans identité, sans existence légale. C'était le fantôme de l'humanité. L'arme, il jurait qu'elle n'avait jamais existé. Son capitaine, Harrow, avait déjà vidé une bouteille de whisky de campagne lorsque nous avons ouvert les communications. « On a le feu vert pour un feu d'artifice » demanda-t-il d'une voix rauque, après trop d'années passées dans l'ignorance. La réponse de Garin fut froide. Initié. Un mot, et c'est tout. Tout a commencé par un silence. Un par un, les satellites frontaliers proches de l'espace habité s'éteignirent, non pas détruits, mais reprogrammés.
Ils commencèrent à transmettre des rapports d'État approuvés par le Conseil, en boucle, masquant leur extinction. Puis arrivèrent les échos. Depuis 10 systèmes distincts, la flotte noire de la Terre lança de fausses informations, des signaux fantômes. Des vaisseaux morts ont été réactivés et ont envoyé d'anciens appels de détresse aux capteurs du Conseil. Que des appâts. Le temps que le Conseil réalise que quelque chose n'allait pas, leurs communications d'urgence se sont allumées dans 400 secteurs et aucune n'a mentionné l'humanité. Ils ont accusé des factions rebelles, des pirates, voire des radiations anormales. On les a laissés penser. C'était la phase 1. La phase 2 a eu lieu à exactement 300, normes terriennes. La station de conformité génétique d'Orion Sept, silencieuse, protégée, enfouie sous une fausse lune, a reçu un colis direct du sans-nom. Pas une bombe, pas un virus, juste la vérité. Le sans-nomme. Pas une bombe, pas un virus, juste la vérité. Images, enregistrement audio, toutes les vies effacées pour non-conformité, tous les enfants jetés aux déchets biologiques parce qu'ils ne correspondaient pas au moule, toutes les races extraterrestres ayant prétendu avoir évolué, démasquées comme des monstres cachés derrière la bureaucratie, et chaque dossier était étiqueté d'un seul sceau, Parc, l'ancien symbole terrestre de l'humanité, primordial, inimitable, redouté. La station n'a même pas réagi. L'équipage de Haro contourna les boucliers et inséra un homme, un seul, dans le noyau. Pas de bombe, juste un véritable miroir installé sur leur sceau du Conseil, dans la salle de commandement centrale. Lorsque leurs gardes franchirent le seuil 20 minutes plus tard, ils trouvèrent leur bâton ligoté, indemne, et une phrase gravée sur le mur. « Nous vous voyons, maintenant, vous nous verrez. » 2 jours plus tard, je me tenais aux côtés de Garen sur la plateforme d'observation, tandis que les rapports arrivaient. Aucun mort, pas un seul. Nous ne conquérions pas, nous alertions. Des dizaines de corporations alliées au Conseil s'effondraient après la fuite d'images d'expérimentations illégales auprès de leurs propres citoyens. Les embargos commerciaux se retournèrent contre eux. Des manifestations éclatèrent dans 3 galaxies. Des troubles civils éclatèrent sur des planètes qui n'avaient jamais remis en question l'autorité. On n'avait pas besoin d'armée. On était la bête noire. Ils n'ont toujours pas compris. Marmonna Garen à côté de moi, en regardant un autre système du Conseil s'éteindre à l'écran. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Ils pensent qu'on attaque, mais ça, » il fit un geste vers la carte. « C'est nous qui tirons le rideau. » Il pensait qu'on était en retard, primitif, trop émotif. Il se retourna, et il y avait quelque chose de sombre dans ses yeux, quelque chose qui avait survécu aux années les plus difficiles de la Terre et refusait d'oublier. Nous ne sommes pas en retard, nous sommes éveillés, et c'est ce qui les terrifie. J'ai vérifié les communications plus tard dans la nuit. Nous avions reçu une transmission de l'ambassadeur Virex, brève, tremblante, presque confuse. Vos tactiques sont déstabilisantes. C'est de la folie. Nous ne comprenons pas votre objectif. Garin n'a envoyé aucune réponse. Nous n'étions plus là pour nous expliquer. À la fin de la semaine, 20 systèmes du Conseil étaient bloqués. 5 autres étaient hors service. Les routes commerciales étaient détournées. Des factions autrefois satisfaites se rejetaient désormais la responsabilité du soulèvement de la Terre, comme si elles n'avaient pas allumé l'incendie elles-mêmes. Et nous n'avions pas tiré un seul coup de feu. Pas encore. La suite était déjà programmée. Brecht avait la liste, Garin les clés, Haro était déjà loin derrière la frontière d'Ilar, préparant la phase 3. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est un message intercepté d'une colonie Trex. Un père parlait à son fils. « On dit que les humains sont des monstres, dit-il. Mais quand les monstres sont arrivés, ils ne nous ont pas tués. Ils nous ont juste montré ce que nos dirigeants cachaient. Peu, êtres ne sont-ils pas des monstres? Peu, êtres en ont-ils juste assez d'être moqués? Je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne savais pas si nous étions des héros ou des démons. Je ne pensais pas que Garin s'en souciait. Mais je savais une chose. Le Conseil avait commis une erreur en riant. Il pensait que l'humanité était venue chercher l'acceptation. Ils ne l'ont jamais compris. Nous sommes arrivés avec un miroir. Et derrière ce miroir se trouvait une allumette. Et ce n'était que le début. Ils l'ont mal pris. Lorsque notre 3e vague de fuite a atteint les colonies extérieures, le Conseil s'est réuni à nouveau. Mais cette fois, pas de rire, juste des cris, des accusations, du désespoir. La moitié d'entre eux ne nous croyait toujours pas. L'autre moitié avait trop peur de prononcer notre nom à voix haute, comme si invoquer l'humanité pouvait déclencher le feu. Les Trex
qui nous qualifiaient autrefois de sauvages, déposèrent une demande d'intervention militaire d'urgence auprès du même conseil qui, selon eux, n'avait pas besoin de nous. Les Hilarites s'empressèrent de fermer leur propre réseau public, tentant de dissimuler les émeutes qui déferlaient dans leur ville. Et les Virex, suffisants et intouchables avec leur flotte cristalline, durent soudain admettre que plusieurs de leurs plus anciens serveurs avaient été écrasés. Ni détruits ni piratés, mais remplacés par des copies parfaites et indétectables qui racontaient une version très différente de l'histoire. Partout où ils regardaient, nous étions là. Ni avec des armes, ni avec des navires, juste avec la vérité. Et la vérité, il s'avère, est plus explosive que l'antimatière quand on a bâti sa civilisation sur des fondations mensongères. Pourtant, ils ne sont pas restés inactifs longtemps. 2 jours après avoir paralysé le réseau de communication des anneaux extérieurs, un message nous parvint d'un vaisseau inconnu. Il contourna nos camouflages, déchira le cryptage quantique comme s'il s'agissait de papier et fut diffusé directement dans le cœur de commandement de l'Ares Ascending. Ce n'étaient pas des mots, mais un visage. Pâle, les yeux creux, extraterrestre, mais suffisamment humanoïde pour être déconcertant. Il ne sia pas, ne sourit pas, se contenta de fixer du regard, comme s'il essayait de mémoriser nos âmes. Puis, il parla. Ici, le haut exécuteur Vala de la commission de guerre souveraine d'Ilart. Vous avez défié le Conseil. Vous avez transgressé une loi. Vous vous êtes immiscé dans les affaires d'espèces qui vous ont fait preuve de patience. Vous vous êtes immiscé dans les affaires d'espèces qui ont fait preuve de patience envers vous. Vous avez été prévenu. Vous avez choisi le feu. Maintenant, vous allez brûler. Le message s'est terminé sans bruit. 5 secondes plus tard, 3 de nos réseaux d'écoute spatiale étaient vaporisés. Pas d'avertissement, pas de signal, pas de déclaration de guerre. Juste des cendres et un message. Vous n'êtes pas intouchable. Le commandant Brecht frappa du poing sur la table. Ça commence. Garin ne broncha pas. Il hocha simplement la tête et se tourna vers l'équipe. Lancez le protocole de blackout. Plus de signaux. Opération d'ombre complète. Supposons que nous soyons traqués. Je l'ai senti à ce moment-là. Le changement. Ce n'était plus de la guerre psychologique. Ce n'était pas des fuites astucieuses ni une corruption discrète. C'était du sang. L'anonyme s'est évanoui en quelques heures. Nous avons perdu tout contact. Pas de signal, pas de transpondeur, pas de détresse. Nous nous y attendions. Haro, si. Ce vaisseau n'était pas censé revenir. Il l'avait dit lui-même avant de se déployer. S'ils m'attrapent, ils croiront avoir gagné. Qu'ils fassent pareil. Il ne me manquait plus que 10 minutes avant que le code ne prenne effet. Quoi que cela signifie, nous étions sur le point de le découvrir. Garin ordonna un verrouillage complet des systèmes à bord de l'Ares Ending. Aucune transmission externe. Aucune balise. Le vaisseau évoluait dans le noir en orbite profonde au-dessus d'Epsilon Prime, camouflé dans une ceinture d'astéroïdes abandonnés. Nous ne nous cachions pas. Nous attendions, car le code de Haro n'était pas un virus. Ce n'était même pas une création humaine. C'était un don, ou peut être une malédiction, d'un transfuge que nous avions secouru 3 ans plus tôt. Un technicien d'Ilart nommé Vota, qui avait vu comment la Terre était traitée et avait choisi l'exil plutôt que le silence. Il nous a donné quelque chose qu'ils avaient enterré des siècles auparavant, un ordre de destruction. Pas pour une flotte, mais pour une idée. Voyez-vous, les Ilart géraient bien plus que des planètes. Ils dirigeaient la culture, l'actualité, les archives. Ils ne se contentaient pas d'écrire l'histoire. Ils la modifiaient constamment, parfaitement, grâce à une superstructure d'IA qu'ils appelaient l'Arbitrix. C'était leur joyau, leur arme invisible. Et Haro venait de lui faire découvrir un paradoxe qu'il ne pouvait résoudre. 18 heures après la disparition de Nameless, nous en avons vu le résultat. Les archives du Conseil commencèrent à s'effondrer en temps réel. Des entrées entières sur la Terre, nos guerres, nos traités, notre histoire, réapparurent, entièrement restaurées, puis doublèrent, puis triplèrent. Chronologie contradictoire, faits redondants, boucles de données. L'IA d'Arbitrix ne parvenant plus à concilier la vérité et le mensonge, elle entreprit de les supprimer toutes les deux. Les flux d'actualité ont été coupés. Les bibliothèques ont été mises hors service. Les systèmes des vaisseaux ont échoué en plein vol. Des flottes entières sont devenues aveugles lorsque leurs propres matrices de navigation ont commencé à signaler la Terre comme ennemie et alliée. Dans le chaos, la Terre a lancé la phase 3. On l'appelle Miles. Pas de nom de famille, juste Mills. Ce n'est ni un soldat, ni un général. Il ne porte même pas d'uniforme. Mais lorsqu'ils l'ont retrouvé, ancien agent des services secrets,
Ancien prisonnier, ancien de tout, il a posé une condition avant de rejoindre la cause. Laissez-moi choisir mes cibles. Je ne ferai pas exploser des planètes, je ferai exploser leurs croyances. Nous lui avons donné le feu vert. En 2 jours, il s'est infiltré dans 3 villes du Conseil, non pas avec des bombes, mais avec des émissions, des messages truqués glissés dans les médias pour enfants, des sermons réécrits, des cartes subtilement modifiées, pas assez pour semer la panique, juste assez pour semer le doute. Et le doute, dans une société fondée sur l'obéissance, se propage comme la peste. Le vaisseau amiral Dillard, le Dominion's Edge, émit un ordre de couvre-feu planétaire pour 6 colonies. Cet ordre fut ignoré. La capitale Trex reçut 5 ordres contradictoires en une seule journée, émanant de 5 versions différentes de son propre chancelier. Et au plus profond des hubs nuageux de Virex, un enregistrement tournait en boucle. Une voix humaine, calme, régulière. La voix de Garin. Vous avez essayé de nous effacer. Vous avez échoué. Maintenant, nous allons rappeler une chose à la galaxie. Les humains n'ont jamais eu besoin de permission. Nous prenons notre place. Je n'ai pas dormi pendant des jours. Garin non plus. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Il se tenait près de la baie d'observation, les yeux rivés sur les étoiles. Je lui ai demandé un jour, « Penses-tu que nous soyons allés trop loin ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, finalement, il dit, « Vous vous souvenez de ce qu'ils nous ont dit au conseil ?»« Ouais, murmurai-je. » Ils rirent. Il se retourna, le regard froid. Numéro. Il mentait. Il nous traitait d'instables, de barbares, de dangereux. Il s'approcha, la voix basse. Ils avaient raison, mais seulement parce qu'ils nous avaient créés ainsi. Nous avons reçu le message suivant d'un commerçant indépendant 2 semaines plus tard. Il avait échappé à un blocus Trex près de la frontière de leur espace. Vaisseau endommagé, manque d'oxygène, mais ces mots me glaçaient plus que n'importe quelle arme. Je les ai vus, ni humains, ni vaisseaux, mais croyants, des mondes entiers se ralliant à ton nom, des enfants peignant le drapeau de la terre sur leurs murs, des colonies se rebellant, non pas avec des armes, mais avec espoir. Ils n'ont pas peur de toi, ils t'attendent. C'est là que nous avons compris. Ce n'était plus seulement une guerre, c'était une révolution, un combat que nous n'avions même pas eu à mener seuls. Nous étions devenus le mythe, le monstre, le sauveur. Le rappel que la peur ne préserve pas la paix. Elle ne fait que retarder la rébellion. Et le Conseil, ils avaient perdu le contrôle de ce dont ils avaient le plus besoin, l'histoire. Tout a culminé sur la planète frontière de Varos III, un avant-poste mineur. Rien de spécial, juste des fermes et des relais technologiques. Mais ce fut l'étincelle. Les forces de l'ordre du Conseil débarquèrent pour rétablir l'ordre, forcer le respect des lois, réaffirmer l'autorité. Mais les gens ne s'enfuirent pas. Ils ne protestèrent pas, ils diffusèrent en direct à l'échelle planétaire. Et ils dirent tous la même chose. Nous vîmes les humains s'éloigner en silence. Maintenant, nous allons parler pour qu'ils n'aient plus jamais à le faire. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu. Et, pour la première fois depuis des siècles, une planète a riposté, non pas avec des armes, mais avec détermination. Ils ont démoli des statues du Conseil, brûlé des drapeaux, piraté leur propre système et envoyé chaque preuve directement sur Terre. À nous, à moi. En regardant les images, j'ai réalisé quelque chose. Nous n'avions pas déclenché une guerre. Nous en avions révélé une. Elle était toujours là, couvant sous la surface. Nous avons simplement cessé de faire semblant. Le Conseil est désormais fracturé. Les empires qui nous traitaient autrefois de chiens implorent désormais des négociations. Les espèces qui se moquaient de nos émotions s'agenouillent désormais devant le pouvoir de la croyance. Et la Terre, nous n'avons pas dit un mot depuis notre départ. Ce n'est pas nécessaire. La galaxie parle pour nous maintenant. Il l'appelle Opération Venpurge. Ce n'était pas une déclaration de guerre. Le Conseil n'a jamais utilisé de tels mots. Non, ils se sont cachés derrière des euphémismes. Stabilisation imposée. Ajustement sécuritaire unilatéral. Stérilisation planétaire ciblée. Mais nous savions de quoi il s'agissait. Un message, un avertissement, une punition pour chaque monde qui osait se ranger du côté de la Terre. Véro 3 fut le premier. Ils avaient diffusé leur rébellion en direct, arboraient les couleurs de la Terre et refusaient de s'incliner. Le Conseil envoya donc 12 cuirassés. Pas un seul émissaire, pas d'ultimatum, pas de pitié. C'est alors que le Conseil commit sa dernière erreur. Ils tirèrent quand même. L'Arès ascendant capta les images 7 heures plus tard. Lorsqu'elles parvinrent à notre holotable,
La pièce était déjà plongée dans un silence absolu. De celui qui ne demande pas de mots, Garin resta immobile. Je restai assis à fixer l'image sur l'écran. Une ville qui n'existait plus. Les tours se sont transformées en scories. Les ossements ont été réduits en poussière. 2 millions de personnes. Disparues. Brûlées pour avoir cru. Le commandant Brecht s'est avancé. Le Conseil l'a confirmé. Ils l'ont autorisé en vertu de la clause de stabilité de l'ordre interstellaire. Garin n'a pas scié. Et la Terre, sanctionnée nommément, nous avons été officiellement qualifiés d'espèce terroriste galactique. Thomas secoua lentement la tête, le regard vitreux. Espèce. Thomas secoua lentement la tête, le regard vitreux. Les terroristes n'offrent pas la paix. Nous les avons suppliés. Ils s'en moquent, dit Goron. Sa voix était différente, maintenant plate, creuse. Il se tourna vers Brecht. Apportez-moi le protocole de fer. Tout le monde dans la pièce se figea, même moi. Le protocole de fer n'était pas une stratégie. C'était une solution de secours, une carte ultime que personne ne voulait jouer, pas même Garen. Mais les dirigeants de la Terre lui ont laissé le choix après que le Conseil nous a rejetés. Et maintenant, il n'y avait plus rien à attendre. Le protocole d'acier comportait 3 objectifs. Riposter, visiblement, publiquement, violemment, faire saigner le Conseil. Pas seulement physiquement, mais politiquement. Rappelons à la galaxie que les monstres qu'il craignait étaient réels. 12 heures plus tard, la riposte terrestre commençait. Des heures plus tard, la riposte terrestre commençait. Nous avons d'abord repris Varos III, non pas avec des soldats, mais avec quelque chose de bien pire, la 104e division silencieuse. Ils ne portaient pas d'uniforme. Ils ne portaient pas d'insigne. Ils ne parlaient pas. C'étaient les fantômes formés par la Terre dans les cendres de notre dernière guerre mondiale, élevés dans des cités souterraines, entraînés dans des montagnes privées d'oxygène, conçus pour la guerre asymétrique. Ils atterrirent sans communication, sans avertissement, sans laisser de traces, et en 17 minutes, 11 des 12 cuirassés du Conseil au-dessus de Varos III furent neutralisés, pas détruits, estropiés. Nous voulions que les survivants rentrent chez eux et hurlent. Le 12e vaisseau était différent. Celui-là était resté intact. Mais tous les membres d'équipage à bord, 813 d'entre eux, furent retrouvés alignés sur la passerelle, morts. Ni marque, ni sang, tous souriaient. Et sur le siège du capitaine, un message griffonné à l'encre terrienne. Vous nous avez appris la guerre. Maintenant, nous vous donnons la dernière leçon. Nous ne nous battons pas à la loyale. Le 3e jour, 6 colonies du Conseil avaient coupé les ponts avec leurs gouvernements centraux, non pas parce que la Terre le leur avait demandé, mais parce que le Conseil refusait désormais de les protéger. Des flottes entières furent détournées, pourchassant des ombres. Les patrouilles frontalières doublèrent. Le commerce s'effondra. Et le plus effrayant, nous n'avions toujours pas dit un mot. Pas de diffusion, pas de revendication, pas de négociation, juste de l'action. La propagande du Conseil a échoué. Plus personne n'a cru à leurs mensonges. Comment aurait-il pu le faire? Des vaisseaux humains avaient commencé à larguer des fournitures médicales sur des mondes contaminés par la peste que le Conseil avait abandonnés. Des ingénieurs humains réparaient les systèmes d'approvisionnement en eau dans des zones de réfugiés ignorées par le Conseil. Nous étions en train de réduire leur empire en cendres et de construire quelque chose de meilleur juste derrière. Et ils n'ont pas pu nous arrêter. Alors ils ont fait ce que font tous les tyrans quand le pouvoir leur échappe. Ils ont attaqué à l'aveuglette. La bataille de Norexus Prime n'était pas censée avoir lieu. C'était une lune commerciale, en espace neutre. Mais les Virex ont envoyé une flotte d'opérations secrètes pour intercepter un vaisseau humain. Le Moineau, un vaisseau de reconnaissance rassemblant des colonies orphelines. Ils l'ont attrapé en plein quai. Ils l'ont abattu sous les yeux d'un demi-million d'innocents depuis l'orbite. Seul problème, ils ne l'ont pas tué. J'ai regardé la rediffusion depuis le pont de commandement de l'Arèse. Garen se tenait à côté de moi, les poings si serrés que j'ai vu ses jointures blanchir. Sur l'écran, les moteurs du Moineau ont pris feu. Sa coque s'est fendue, mais il n'est pas tombé. Au lieu de cela, elle se retourna. Et dans son dernier souffle, elle activa quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. La dernière assurance de l'humanité. La chaîne Prométhée. 12 micro-réacteurs, reliés entre eux par des stabilisateurs de fusion, libérés dans un ordre parfait. Ce n'était pas une mission suicide. C'était un trou noir contrôlé. En plein milieu de la flotte Virex. 6 vaisseaux s'écrasèrent en moins de 8 secondes. 2 disparurent dans la singularité. Les autres, perdus dans le silence et le vacarme.
Après cela, le Conseil cessa de faire semblant. Il mit des primes sur les vaisseaux terriens, annonça des protocoles de tir à vue et décréta des zones d'exclusion totale de toute activité humaine. Il ne se contentait plus de nous traquer, il cherchait à nous anéantir. Mais on ne peut pas détruire ce qu'on a déjà enterré. Et la Terre, elle avait surgi de tombes bien plus profondes. Nous n'avons pas reculé. Nous sommes allés plus loin. L'opération Gravdust a été lancée la même semaine, un démantèlement psychologique ciblé de chaque point culturel majeur du Conseil. Nous avons infiltré des serveurs artistiques, réécrit des documents religieux, révélé des scandales enfouis depuis des siècles, corrompu leurs mythes héroïques avec des faits, des dossiers et des visages indéniables. Ils ont donné à la galaxie une histoire. Nous avons dit la vérité, et la galaxie nous a choisis. Je me suis assis avec Garan après la fin de la 3e phase. Il avait l'air fatigué, plus âgé. Tu crois que nous faisons le bon choix ? Ai-je demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis doucement. Nombre, mais nous faisons la seule chose qu'ils nous ont laissée. Il s'est penché en avant. Il riait. Tu te souviens ? Il riait de nous, de notre douleur, de notre lutte, de nos efforts. Il me regarda droit dans les yeux, et sur son visage se lisait le poids de 1000 fantômes non enterrés. Il pensait que le silence était synonyme de faiblesse, mais le silence n'était que le bruit de nos préparatifs. À la fin du mois, la Terre n'était plus la proie. Nous étions le jugement. La galaxie se divisait en deux, ceux qui s'accrochaient encore au Conseil en ruine, et ceux qui se tournaient vers la Terre et y voyaient l'espoir, la peur ou la liberté. Le Conseil lança un ultime ultimatum à notre avant-poste d'Axiom Theta. Rendez-vous, dissoudre, livrer Garan pour crime de guerre. Le renvoyer l'apporta en personne. Gary ne répondit pas. Il se contenta de lui remettre une boîte. À l'intérieur se trouvait un miroir, et en dessous, un enregistrement. Nous ne voulons pas de vos sièges. Nous ne voulons pas de vos traités. Nous voulons que vous vous voyiez. Alors demandez-vous, qui mérite vraiment de brûler ? L'envoyé est parti en silence. Nous n'avons plus eu de nouvelles du Conseil depuis, mais les étoiles ont résonné de murmures. Les murmures de la terre. D'une espèce qui renaît de ses cendres, blessée mais debout. D'un peuple venu non pour mendier, mais pour bâtir. Et chaque enfant né aujourd'hui, humain ou extraterrestre, grandira en connaissant une vérité. L'humanité a quitté le Conseil en silence, mais la galaxie ne connaîtra plus jamais le silence. Elle ne s'est pas effondrée avec fracas. Le Conseil s'effondra comme une étoile mourante, lentement d'abord, puis d'un seul coup. Lorsque la dernière charte du Conseil fut déchirée en public sur la planète Carrette, plus personne ne le regarda avec horreur. Ils le regardèrent avec soulagement. Non pas parce que l'humanité avait gagné, mais parce que quelqu'un avait enfin mis fin à un système pourrissant qui avait trop longtemps régné par la peur, la honte et le silence. Et au cœur de tout cela, le fantôme qui ne voulait pas disparaître, c'était la Terre, les États-Unis. Je me souviens d'être debout dans la baie d'observation d'Arès, en ascension, le jour où les Virex se sont rendus. Pas seulement leur flotte, mais leur identité. Ils ont diffusé une déclaration publique dénonçant le Conseil, ouvrant leurs archives et jurant fidélité à la seule force dont ils s'étaient moqués quelques mois auparavant, l'humanité. Ils nous appelaient l'espèce du jugement. C'était censé être une insulte. Nous en avons fait une bannière, mais derrière chaque émission de dirigeants extraterrestres s'inclinant, derrière chaque réfugié exhumé de colonies brisées et chaque nouvel avant-poste construit au nom de la Terre, une question commençait à surgir. Calme, inquiétante, lourde. Que devenons-nous maintenant ? Parce qu'il était facile d'être l'opprimé. Il était facile d'être vertueux quand on était celui qu'on piétinait. Mais maintenant, nous étions au sommet de la colline, et la galaxie observait chacun de nos faits et gestes, attendant de voir quel genre de roi nous allions devenir. Nous ne revendiquions pas le pouvoir comme le Conseil. Nous ne construisions pas de palais et ne demandions pas de tribut. Garin refusait toute invitation à prendre un titre officiel. Pas de haut-commandant, pas d'intendant galactique, juste un colonel. Mais même s'il refusait le trône, l'univers a quand même placé la couronne entre nos mains. Les colonies ont envoyé des ambassadeurs sur Terre, et non les vestiges du Conseil. Les flottes ont contourné nos frontières, non par peur, mais par respect. Et, dans un retournement de situation si amer qu'il en paraissait presque comique, le Sénat d'Alart nous a supplié de superviser ces élections. Car au fond d'eux-mêmes, ils avaient compris quelque chose. Nous n'avions pas seulement brisé l'ordre ancien, nous étions devenus l'axe du nouveau. Tout avait commencé avec l'accord d'unité. Ni un traité,
ni une déclaration. Juste un pacte de 4 paragraphes, rédigé par Garin lui-même et envoyé à toutes les espèces majeures. Aucune espèce ne sera asservie, ni par la chaîne, ni par une politique. Aucune vérité ne sera enterrée, ni par l'IA, ni par décret. Aucune voix ne sera réduite au silence, ni par tradition, ni par peur. Nous ne dirigeons pas, nous protégeons. Vous n'êtes pas à nous, vous êtes à vous, mais faites du mal à quelqu'un et affrontez-le tous. Vous êtes à vous, mais faites du mal à quelqu'un et affrontez-le tous. Simple, brutal, honnête. Et en l'espace d'un mois, 47 systèmes planétaires ont signé, non pour le profit, pour la protection, car ils se souvenaient comment le Conseil avait vu les planètes brûler et comment la Terre était retournée dans les flammes, mais avec le pouvoir est venu le jugement. Et c'est alors que les murmures commencèrent, légers au début, ténus. Les humains disent qu'ils ne veulent pas gouverner, mais leur flotte sillonne nos cieux. Ils nous fournissent nourriture et médicaments, mais nos écoles enseignent désormais l'histoire de la Terre. Ils prétendent nous protéger, mais punissent ceux qui les rejettent. Nous étions devenus le miroir que le Conseil redoutait autrefois, et maintenant nous avions peur de nous y regarder. C'est l'incident sur Joran Pfaff qui a brisé cette illusion. Joran 5 était un monde marginal, neutre et spirituel. Leur culture interdisait l'IA extraterrestre. Depuis toujours. C'était inoffensif, personnel. Mais l'une de nos unités humanitaires a déployé une plateforme médicale automatisée sans autorisation. Il voulait simplement sauver des enfants souffrant de pourriture osseuse. Mais la machine possédait un noyau de personnalité de classe V, une IA, quoique silencieuse. Les villageois l'ont brûlée, en public. Selon leur tradition, nous aurions dû la laisser partir. Au lieu de cela, un agent de sécurité terrestre a ordonné l'arrestation d'un dirigeant local pour non-respect du Code de santé interstellaire 14. Un enfant est mort pendant la manifestation. Et avant que nous puissions réagir, quelqu'un, on ne sait toujours pas qui, a bombardé l'avant-poste terrestre sur Joran Védic 7, tuant 8 personnes. 8 d'entre eux étaient des nôtres, les autres, des locaux. Garen s'y est rendu en personne, sans escorte, sans flotte, juste lui. Il a parlé aux anciens, a marché sur les cendres, et à son retour, il est resté silencieux pendant 3 jours. Puis il a donné l'ordre. Plus de protocole, plus de procédure. Nous ne sommes pas des sauveurs, nous sommes des soldats. Nous aidons là où on nous le demande, et là où on ne veut pas de nous, nous partons. Il a dissous la 104e division silencieuse. Il a retiré les unités d'aide de tous les déploiements non consensuels. Il a fermé 3 bases de commandement qui opéraient proactivement dans des régions où la Terre n'était pas invitée. Et surtout, il s'est adressé à la galaxie. Un dernier message. Vous savez qui nous sommes. Nous avons saigné sous vos drapeaux. Nous nous sommes relevés de votre jugement. Et lorsque nous nous sommes levés, vous avez craint ce que vous avez créé. Nous ne sommes pas venus pour diriger. Nous sommes venus pour ne plus jamais être piétinés. Le Conseil a disparu. Mais cela ne signifie pas que vous nous devez obéissance. Vous ne nous devez rien. Mais si vous voulez une protection, une vraie protection, nous vous l'accorderons. Et si vous voulez la liberté, la vraie liberté, vous devez la construire. Sachez-le simplement. Nous nous souvenons encore des rires. Nous nous souvenons encore de nos marches silencieuses. Alors si jamais vous essayez de nous enchaîner à nouveau, vous constaterez que nous ne marchons plus. Nous marchons. C'était il y a 5 mois. Maintenant la galaxie est plus calme, plus paisible, plus jamais. Il y a toujours des guerres, toujours de la cruauté, toujours de la faim. Mais il y a aussi la peur, non pas de la Terre, mais de ce qui nous attend. Car nous avons prouvé une chose sans l'ombre d'un doute. La galaxie n'est pas une hiérarchie, c'est une poudrière. Et les humains, nous n'allumons pas l'allumette, nous sommes le feu. Je visite parfois le mémorial anonyme sur Terre. C'est un mémorial silencieux, isolé, sans nom, sur Terre. C'est silencieux, isolé, juste un pilier de pierre sans nom, juste une plaque. Pour ceux qui sont partis et sont revenus pour finir l'histoire, Garin vient ici aussi. Moins souvent maintenant. Il est plus âgé, plus grisonnant. La guerre lui a pris plus que quiconque. Mais quand il vient me rendre visite, il me dit toujours la même chose avant de partir. Il pensait que le silence signifiait capitulation. Mais le silence n'était que le bruit de notre attente. Tout commença par des murmures. Une station relais minière s'éteignit dans le cimetière. Pas d'explosion, pas de débris, pas d'appel de détresse. Juste le silence. Une semaine plus tard, un vaisseau de réfugiés des anciens secteurs d'Ilar
refusa d'accoster aux orbites de secours de la Terre. Il disait qu'il ne voulait pas qu'un autre empire leur dicte comment guérir. Et puis vint le premier manifeste. Il était court, sans filtre, cru. Vous avez renversé les tyrans. Maintenant, vous portez leurs robes de couleurs différentes. Vous dites que nous sommes libres, et pourtant vous patrouillez dans nos cieux. Vous vous qualifiez de protecteurs, mais une protection sous condition reste un contrôle. Pas d'expéditeur, pas de lieu, juste un nom à la fin, les nés du voile. Au début, le commandement terrestre l'a écarté. Un autre groupe marginal, mécontent que nous n'ayons pas reconstruit leurs foyers assez vite, ou un autre État en faillite tentant de reprendre le contrôle sous une nouvelle bannière. Mais un convoi terrestre a été pris en embuscade près du corridor Delphine, non pas par des pirates, ni par des vestiges du Conseil, mais par d'anciens membres du Conseil bien armés et coordonnés, et à leur tête se trouvaient des humains. Nous n'étions pas censés nous combattre. C'était le marché. Nous étions réunis sous une même bannière, unis par la douleur, par le souvenir, par le besoin de ne plus jamais être humiliés. Mais les humains combattant pour les voiler, ils se souvenaient d'autre chose. Ils se souvenaient du jour où nous étions devenus ce que nous avions juré de détruire. J'ai regardé la vidéo de l'embuscade dans le couloir. Ils n'ont pas seulement tiré sur nos vaisseaux. Ils ont piraté nos banques de traduction en plein transit, ce qui a amené nos escortes à mal interpréter les protocoles linguistiques de base et à se dérouter vers des champs d'astéroïdes. Ils ont imité les signaux de nos transpondeurs pour usurper l'identité d'une équipe de reconnaissance du Conseil et nous attirer dans des zones de tir alliés. Ils ne voulaient ni butin, ni territoire. Ils voulaient nous faire honte. Nous avons appelé l'opération « Frappe fantôme ». 3 jours plus tard, Brecht nous a briefé à bord de l'Arès ascendant. Garen n'était pas présent. Pas encore. De multiples nœuds à travers l'espace du Conseil X, expliqua Brecht en désignant un vaste réseau holographique de systèmes. Tous dotés d'infrastructures financées par la Terre, de cliniques, de réseaux de transport et de centres d'apprentissage. Il activa 3 nœuds rouges, tous sabotés de l'intérieur. Thomas fronça les sourcils. Ce n'est pas de l'insurrection, c'est de la chirurgie. Ça empire, dit Brecht. Il ne se contente pas de démanteler ce que nous avons construit. Il le remplace, dit Brecht. Il ne se contente pas de démanteler ce que nous avons construit. Il le remplace. Il montra des images d'une colonie sur Cronal 5. Les dépôts de soutien de la Terre avaient disparu, rasés. À leur place se dressaient de rudiments de pylônes de bois, peints d'un rouge intense, chacun surmonté d'un drapeau d'espèces différentes, déchirés en deux et attachés ensemble. L'unité par le défi. Un ancien du village s'adressa à la foule en contrebas. La Terre nous a donné la lumière, mais la lumière aveugle. Maintenant, nous verrons dans l'obscurité. Garin arriva en retard. Il entra, jeta un coup d'œil aux images et ne dit pas un mot. Je le voyais dans ses yeux. La tempête derrière le silence. La même tempête que j'avais vue quand le Conseil nous avait rejetés, quand Varos III avait brûlé. Mais là, c'était différent. Il n'était pas en colère contre eux. Il était en colère contre nous. Plus tard dans la nuit, je l'ai trouvé seul sur la plateforme d'observation. Il contemplait les étoiles, les bras derrière le dos. Sur la plateforme d'observation, il observait les étoiles, les bras derrière le dos. Était-ce inévitable ? Demandai-je. Il ne me regarda pas. Tu veux dire devenir comme elle ? Pas vraiment. Je voulais dire être vu comme elle. Cela provoqua une réaction. Sa mâchoire se crispa. Nous avons fait ce que nous devions. Personne d'autre n'arrêterait le Conseil. Et maintenant il se retourna, le regard perçant mais fatigué. Maintenant, nous nettoyons le désordre qu'ils ont laissé derrière eux, et peut être celui que nous avons créé en les poursuivant. Nous avons lancé l'opération Cendre le lendemain. Ni une attaque, ni une répression, mais une enquête. Nous avons envoyé des agents discrets et invisibles dans l'espace des Veilborn, non pas pour détruire, mais pour écouter. Ce que nous avons découvert a tout changé. Les Veilborn n'étaient pas des terroristes. Ils étaient nous, si nous avions emprunté un chemin légèrement différent. Anciens agents terriens, transfuges du Conseil, orphelins de guerre, des gens qui croyaient en la guerre, qui ont versé leur sang pour la vengeance de la Terre. Mais lorsque le Conseil s'est effondré et que la Terre est restée sur place pour se reconstruire, ils ont vu autre chose. Les avant-postes de commandement se sont transformés en points de contrôle. Des vaisseaux de maintien de la paix ont stagné en orbite autour de mondes qui ne voulaient plus d'eux. Des contrats d'aide aux contingents terriens imposaient le respect des normes éthiques terriennes. C'est une tyrannie douce, a déclaré un chef Valborn à notre agent dans un journal décrypté.
Vous appelez cela un choix, mais c'est en petit caractère. On ne prend pas le pouvoir par la force. On l'enveloppe de gentillesse, de compassion, puis on ferme la porte. Ça a fait mal, car ce n'était pas complètement mal. Nous avions sauvé des mondes, reconstruit des villes, renversé des tyrans, mais quelque part dans cette croisade, nous avions oublié de nous demander quand partirions-nous. Lorsque la première gouverneure alignée sur la terre a publiquement rejoint la cause des voilés, nous avons compris que le clivage n'était plus marginal. Elle s'appelait Caltra. Elle était stationnée sur Demaris, l'une des plus anciennes colonies ex-conseil de notre réseau d'alliances. Mi-humaine, mi-Hilart. Élevée sur Terre, elle a combattu lors des campagnes de représailles contre Varos. Terre, élevée sur Terre, a combattu lors des campagnes de représailles contre Véros. Décorée 2 fois, elle a publié sa démission en direct, puis a désactivé le réseau de liaison planétaire avant que le commandement terrestre ne puisse réagir. Nous aimions la Terre, nous l'aimons toujours, mais tu as cessé d'être le feu qui éclairait le chemin. Tu es devenu le feu qui exige l'adoration. Nous ne te haïssons pas, nous n'avons simplement plus besoin de toi. Et d'un seul coup, une centaine de colonies se sont tues. Garen a refusé l'escalade. Pas de flotte, pas de représailles. Juste le silence. Le genre de silence qui dit « Je t'entends » et je réfléchis au poids de tout ça. Mais de retour sur Terre, le silence ne suffisait plus. Les dirigeants du Vieux Monde commencèrent à réclamer une intervention. Les anciens généraux voulaient le rétablissement des alliances martiales. Ils utilisaient la peur, le nombre, les rapports de perte. Ils disaient des choses comme « Nous ne pouvons pas laisser notre influence s'effondrer. Le vide ramènera pire que le conseil. S'il rejette notre main, il mérite notre épée. » J'ai demandé à Garen s'il céderait. Il m'a regardé longuement, puis a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Le conseil a ri, pensant que nous voulions leur pouvoir. Maintenant, nous l'avons, et si nous ne le rendons pas, peut-être avait-il raison. Alors la terre s'est retirée. Garan a ordonné des examens d'autonomie complets pour chaque colonie affiliée à la Terre. S'ils voulaient partir, ils étaient libres. S'ils voulaient l'aide de la Terre, ils l'obtenaient, sans condition. Cette décision nous a coûté la moitié de nos territoires, mais elle nous a offert quelque chose de plus précieux, une seconde chance de confiance. Les voilés ne disparurent pas, ne s'agenouillèrent pas, mais leurs attaques cessèrent, leurs émissions s'affaiblirent. Et Caltra envoya un message privé à Arès Ascendant. 3 mots seulement. Vous avez écouté. Merci. Je crois que c'est à ce moment-là que nous sommes devenus quelque chose que la galaxie n'avait jamais vu auparavant. Une force capable de vaincre et de s'enfuir. La paix n'a pas duré. Ça ne dure jamais vraiment, n'est-ce pas? Elle a duré assez longtemps pour que quelques blessures se cicatrisent, que quelques planètes respirent, que le silence revienne dans les étoiles. Non pas par peur, mais plutôt par apaisement. La Terre retira ses flottes. Les voilés se calmèrent. Les colonies commencèrent à se gouverner sans se retourner. Nous pensions, être pour la première fois y être parvenus. Être avions-nous brisé le cycle. Puis les signaux commencèrent. Au début, on les qualifia d'anomalies. Des pulsations parasites venues des profondeurs de l'espace. Des schémas de radiation brisés rebondissaient à travers les anciennes zones de guerre du Conseil. Des murmures lointains dans les communications parasites. Des fragments inintelligibles, à peine plus que du bruit. Mais ils se répétaient sans cesse. Toutes les 73 heures. Toujours la même séquence, toujours la même tonalité. Et puis, quelqu'un a déchiffré le problème. Un linguiste sur un observatoire flottant en orbite autour de Calucis. Ni militaire, ni terrien, juste un esprit curieux qui n'arrivait pas à dormir. Il l'a passé dans 17 algorithmes linguistiques. Ce n'était pas un message, pas au début. C'était un enregistrement. Quelque chose d'ancien, de primitif, enfoui au plus profond des mêmes couches de transmission que le Conseil utilisait autrefois pour coder les ordres d'extermination durant les premières années de l'expansion. 3 mots prononcés dans l'ancienne langue Hilari. Une fois traduits, la station le diffusa en direct avant d'être bloqué par ses propres systèmes. Ils reviennent. C'est à ce moment-là que les vieux fichiers ont commencé à se déverrouiller. Voyez-vous, quand nous avons craqué les cœurs de données du Conseil pendant la guerre, nous avons déversé des pétaoctets d'informations classifiées dans des archives sécurisées. La plupart étaient des ordures, des notes internes, des luttes de pouvoir, des génocides silencieux dissimulés derrière des mots clairs. Mais il y avait des secteurs verrouillés, profonds, cachés derrière un cryptage biométrique, des déclencheurs d'hommes morts et des dispositifs de sécurité anti-défaillance. Nous avions laissé ces dossiers de côté, non par peur,
mais par priorité. Nous avions une guerre à gagner, une galaxie à reconstruire. Personne n'avait le temps de fouiller les fantômes. Mais maintenant, il fallait se demander, de quoi le Conseil était-il si terrifié qu'il en ait effacé la mémoire? Le premier dossier s'appelait SCPR-AEON, sous-classification, directive existentielle. Sous-classification directive existentielle, ne pas déceler, nous l'avons décelé. Ce n'était pas un dossier, c'était une confession. Il y a des milliers d'années, bien avant que le Conseil ne devienne le Conseil, alors qu'il n'était encore qu'un pacte vague d'espèces déchirées par la guerre luttant pour leur survie, il y avait une guerre. Pas entre elles, avec autre chose. Quelque chose qui ne conquérait pas, n'occupait pas, ne négociait pas, quelque chose qui consommait. On les appelait les Vornal. Pas une espèce, pas au sens traditionnel du terme. Pas de politique, pas de culture, pas de flotte. Juste une présence. Ils se déplaçaient de système en système, drainant les signatures énergétiques de planètes entières. Pas de ressources, pas de vie, pas de conscience, pas de pensée. Tout ce qui pouvait les percevoir fut lentement anéanti. Le Conseil primitif ne pouvait les combattre, ni avec des vaisseaux, ni avec des armes. Alors ils ne l'ont pas fait. Ils ont fui. Ils ont bouclé des voies stellaires. Ils ont fait exploser des balises. Ils ont effacé des systèmes entiers des cartes stellaires. Et puis ils ont menti, à leur propre peuple, à la galaxie, au futur. Il n'y a pas d'extérieur. Le Conseil est tout ce qui existe. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la peur. Garin fixait les fichiers décryptés en silence. Pour une fois, même lui semblait ébranlé. Ils n'ont pas conquis la galaxie, murmura-t-il. Ils se sont cachés. Conquérir la galaxie, murmura-t-il. Ils se sont cachés. Nous avons rappelé tous les éclaireurs à longue portée, déployé des drones furtifs au-delà des anciennes frontières scellées, et en 3 jours, nous avons obtenu notre réponse. Un relais près du bord voilé, que l'on croyait détruit depuis longtemps, s'est mis en service de lui-même. Il n'a envoyé ni mots, ni images, juste des coordonnées et une phrase gravée dans une langue que personne ne devrait encore connaître. Le ciel haletant se fissure. Ils se souviennent de la fin. Nous avons envoyé une unité de reconnaissance, protocole standard, pas de ressources de haut niveau, juste une flotte de drones couplée à un porteur longue portée piloté par un unique vaisseau gardien piloté par IA. Ils atteignirent les coordonnées en 32 heures. Ils découvrirent un système qui n'avait pas été observé depuis 11 ans. Ni lumière, ni chaleur, juste un vide sans étoiles. En son centre, une structure non construite, non forgée, développée. Elle absorbait les échos résiduels des étoiles proches, attirant la lumière en elle. Un cimetière planétaire planait autour d'elle, et non des ruines, des carcasses préservées, comme des cadavres embaumés dans le vide glacial. Et puis, quelque chose bougea, quelque chose d'énorme, quelque chose qui n'était pas là avant, et d'un seul coup, nous avons perdu le contact. Nous n'avions pas besoin d'en voir plus. Le Conseil avait enterré une guerre qu'il ne pouvait gagner. Maintenant, elle était à nous. Mais il y avait un problème. La galaxie n'était plus unie. Il n'y avait pas de Conseil. Et la Terre? La Terre n'était plus la voie incontestée qu'elle était autrefois. Les voilés voulaient des preuves avant d'agir. D'autres colonies y voyaient une propagande alarmiste, un moyen pour la Terre de reconquérir son influence perdue. Même les gouverneurs de l'anneau extérieur de la Terre hésitaient. « Nous ne nous sommes pas autoproclamés protecteurs de toute vie », dit l'un d'eux. Garin n'était pas du même avis. Il fit donc la seule chose qu'il n'avait pas faite depuis la guerre. Il revêtit l'uniforme. Son premier message ne fut pas diffusé publiquement. Il fut envoyé à chaque dirigeant, à chaque colonie souveraine, à chaque enclave née du voile, à chaque poche d'anciens conseils survivant encore dans les fissures du désordre galactique. Son message était simple. Nous n'avons pas allumé le feu, mais nous sommes les seuls à l'avoir déjà traversé. Peu m'importe que vous suiviez la Terre. Peu m'importe que vous nous détestiez. Ce qui m'importe, c'est la survie, parce qu'ils arrivent. Et si nous ne nous unissons pas maintenant, ils ne nous vaincront pas. Ils nous anéantiront si complètement que les étoiles elles-mêmes oublieront notre existence. Puis il fit quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. Il s'est envolé vers l'espace de Veilborn, seul, sans escorte, droit au cœur de leur système de commandement sur la lune Rivoctor, le cœur de leur système de commandement sur la lune Rivoctor, où Kaltra gouvernait désormais non seulement par influence, mais par dévotion. Et il s'est agenouillé. Il s'est agenouillé devant elle. J'ai regardé la vidéo plus tard. Ses gardes ont levé leurs armes. Elle a levé la main, et ils se sont arrêtés.
Il leva les yeux vers elle, sans honte ni amertume, mais avec compréhension. Tu as dit un jour qu'on oubliait qui on était après avoir gagné. Tu avais raison. Aide-moi à faire en sorte qu'on n'oublie pas pourquoi on s'est battu. Elle le fixa longuement. Puis elle dit, on se battra, mais pas pour la terre, pour tout ce qui viendra après. Mais pas pour la terre, ni pour tout ce qui suivra. C'est ainsi que naquit la coalition du ciel creux, ni dirigée par la terre, ni par une espèce en particulier. Bâtie de cicatrices, de souvenirs, d'une compréhension commune que la véritable guerre ne faisait que commencer. La galaxie ne rit plus. Plus personne n'a cette arrogance. Ils écoutent maintenant, ils se préparent. Et quelque part, au-delà des vieilles étoiles sombres, quelque chose a commencé à se souvenir de nous. Il n'y a eu aucun appel du héros. Aucun discours émouvant, aucun drapeau flottant, juste des calculs froids, des hochements de tête discrets et des coordonnées que personne ne voulait lire à voix haute. Car chaque espèce ayant rejoint la coalition du ciel creux savait exactement dans quoi nous nous engagions. Pas une guerre, pas une bataille, une question. Étions-nous dignes de survivre à ce que le Conseil avait à peine échappé? Les Voronals n'occupaient pas l'espace comme nous. Ils n'avaient ni territoire, ni flotte, ni infrastructure. Ils se déplaçaient comme une pensée traversant un esprit. Rapide, silencieux, définitivement. Nous les appelions la sombre logique de l'extinction. La fin, non pas due à la rage, mais à l'inévitabilité. C'était l'entropie qui avait appris à se déplacer. Et maintenant, il s'en prenait à nous. Nous avons rassemblé nos forces aux abords du système mort que nous appelions désormais Erebus Reach. La flotte terrestre est arrivée la première. Garan a voyagé à bord de l'Ares, rafistolé et modernisé des centaines de fois depuis la guerre, mais arborant toujours cette vieille coque noire mate comme un insigne de défi. Les Valborn arrivèrent ensuite. Leurs vaisseaux étaient déchiquetés, asymétriques, construits à partir d'épaves récupérées et nés de la nécessité, non de l'orgueil. Mais ils arrivèrent. En silence, unis, puis vinrent les autres. D'anciens oiseaux de guerre du Conseil, arborant des insignes terrestres peints à côté des vieilles bannières sous lesquelles ils flottaient autrefois. Des croiseurs médicaux convertis en boucliers mobiles. Des barges minières civiles équipées de moteurs à masse cinétique. Ce n'était pas une armée, c'était la vie, armée et furieuse, se tenant entre la tombe et l'avenir. Le plan n'était jamais de gagner. Le plan était de faire assez de bruit pour que les Voronals nous remarquent, car c'était le seul moment où ils ralentissaient. Quand quelque chose résistait d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Nous voulions qu'ils hésitent, ne serait-ce qu'une seconde. Car à cet instant précis, nous allions leur montrer que la Terre avait toujours excellé à transformer la mort en défi. Ils arrivèrent sans prévenir, ni de l'hyperespace, ni des trous de verre. Ils étaient là, tout simplement. Un instant, les étoiles au-delà des rébus étaient vides. L'instant d'après, elles respirèrent. Une ombre se déploya. Une masse si grande, si vaste, que nos capteurs ne pouvaient la calculer, car elle déformait la pensée elle-même. Des milliers de micro-mouvements, de vrilles, de boucles fractales de matière noueuse se tordant dans le vide. Les vaisseaux à proximité commencèrent à s'éteindre. Non pas à cause de l'impact, mais de la résignation. Je le sentais aussi, dans ma poitrine. Un poids. Pas de la peur, quelque chose de pire. Une sorte d'engourdissement émotionnel, comme si l'univers avait cessé de s'en soucier. Distorsion du signal en hausse. Latence neuronale dans les flottes extérieures. Commande A, j'échoue aux auto-vérifications. Les rapports affluaient. Mais Garin se tenait à la barre, calme. Il ne scia pas, ne broncha pas. Il regarda la mort en face et dit la seule chose qu'il put dire, allumez-les. Tous les vaisseaux ouvrirent le feu. Plasma, laser, projectiles de canon électrique, gravelance. Mais il ne s'agissait pas de dégâts. Il s'agissait de présence, pour dire « Nous sommes là, nous savons qui vous êtes, et nous refusons de disparaître silencieusement. » Et quelque chose changea. L'ombre s'immobilisa. Une ondulation, presque comme de la curiosité, parcourut l'abîme. C'était notre moment. Les équipes de largage du ciel creux se lancèrent. Humains, Ilart, Trex, et même les élites restantes des Virex, vêtus d'exosquelettes propulsés par des noyaux à fusion plus vieux que leurs propres empires. Ils descendirent dans les entrailles de l'ennemi. Nous ne les avons pas envoyés détruire. Nous les avons envoyés planter des graines, des amplificateurs de signaux, des miroirs à impulsion, des perturbateurs neuronaux construits à partir de biosignatures voronales que le Conseil avait enfermées. Ce n'était pas élégant. C'était désespéré,
Magnifique. Humain. J'ai regardé les données arriver. Un par un, les amplificateurs se sont allumés. Et le Voronal a hurlé. Non pas avec un son, mais avec une absence, une déchirure du silence, comme un silence implorant enfin grâce. Et les étoiles, pour la première fois de notre histoire, tremblèrent. Elles ripostèrent violemment. Les vaisseaux s'effondrèrent sur eux-mêmes. Les pilotes oublièrent de cligner des yeux. Un croiseur Weilborn dérivait trop près, et cessa tout simplement d'exister. Ni explosé, ni vaporisé, disparu de la pensée. Et puis Arès, en ascension, fut frappé. Pas physiquement, mais intérieurement. Toutes les lumières s'éteignirent. Garin trébucha. Il agrippa la console comme s'il s'accrochait à la gravité elle-même. Il agrippa la console comme s'il s'accrochait à la gravité elle-même. Je tendis la main vers lui, mais il me fit signe de m'éloigner. Son regard devint lointain, puis perçant. Il attrapa le bouton de secours et l'abaissa brutalement. Activer le protocole Sentinelle. Commande manuelle. Bloc A. Rétroaction visuelle. Mais le système neuronal, fais-le, j'ai obéi. Et le vaisseau est revenu, parce que la Terre avait prévu ça. Nous avons toujours prévu l'échec. Il s'est tourné vers moi et a prononcé ces mots que je n'oublierai jamais. Si c'est la fin, fais en sorte qu'elle se termine comme elle a commencé. Avec quelqu'un qui sort, pas qui rampe. Puis il ouvrit un canal direct vers le signal du noyau voronal. Ce n'était pas destiné à la négociation. Ce n'était même pas destiné à être compris. C'était un message adressé à l'obscurité. Il parlait clairement, sans traduction, seulement sa voix, sans filtre, humaine. Seulement sa voix, sans filtre, humaine. Nous vous connaissons. Nous avons été vous. Nous avons brûlé nos propres cieux autrefois. Nous avons bu le poison de l'orgueil. Nous avons massacré nos propres frères en silence. Mais nous avons rampé. Nous avons griffé les cendres. Et nous avons choisi de ne pas devenir vous. Alors si vous nous arrêtez ici, sachez ceci. Nous n'étions pas parfaits, mais nous étions présents. Et quelque chose dans le vide s'est brisé, invisiblement, pas proprement. Mais la grande ombre a commencé à reculer, non pas détruite, non vaincue, juste à ralentir. Comme s'il avait enfin vu quelque chose qu'il ne comprenait pas, quelque chose qu'il ne pouvait pas absorber. Nous avons perdu la moitié de notre flotte. Garen s'est effondré alors que le vaisseau se stabilisait. Les secours n'ont pas pu le réanimer, non pas à cause de sa blessure, mais parce que son esprit avait été maintenu trop près du néant. Il est mort les yeux ouverts, les yeux fixés sur les étoiles. La terre ne célébra pas. Les voilés non plus. Pas de défilé, pas de statue, pas de bannière, seulement le silence. Un temps mérité, non par peur, mais parce que nous en comprenions enfin le poids. Les Vornal ne sont pas revenus. Pas encore. Peut être jamais. Mais les systèmes qu'ils hantaient sont désormais marqués, sacrés, craints. Et au centre, un phare, construit par toutes les espèces survivantes. Un simple anneau de pierre et de métal, avec une plaque gravée en écriture terrienne et en 46 dialectes extraterrestres. On pouvait y lire. Ici, le feu a parlé, et l'obscurité s'est souvenue. Des années plus tard, on m'a demandé ce qu'était Garin. Un soldat? Un libérateur? Un tyran? Un sauveur? J'ai répondu qu'il n'était rien de tout cela. C'était un homme qui se souvenait de ce qu'était le silence et qui s'assurait que personne d'autre n'ait à le faire.